l'Éducation, Sonia Lebel, pour présenter le projet de loi numéro 8 encadrant la langue de l'enseignement en formation professionnelle et en formation générale des adultes. Monsieur Robert, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci à toi, chers collègues, la ministre de l'Éducation, Mme Sonia Lebel, qui m'accompagne parce que c'est un projet de loi qui est important, évidemment, qui touche le réseau de l'éducation. C'est important qu'on travaille ce projet de loi en équipe, nous-mêmes et nos formations, évidemment, les ministères. Je pense que c'est important de faire un petit recul pour donner une perspective aux gestes qu'on pose aujourd'hui. Le recensement de 2021 du gouvernement fédéral, dont on a reçu les informations en 2022, a montré malheureusement qu'il y avait plusieurs voyants rouges sur le tableau de bord de la vitalité de la langue française, que ce soit la langue d'études, la langue de travail, la langue de consommation dans les commerces, la langue de consommation en ligne, la langue parlée à la maison. Le gouvernement a réagi très, très rapidement avec la création du groupe d'action pour l'avenir de la langue française, avec 6 ministres qui ont travaillé de concert. Puis ça a terminé avec un plan pour la langue française extrêmement important, lequel a débouché sur plusieurs mesures structurantes, notamment la loi portée par mon collègue à la culture et les communications sur la découvrabilité et la création d'un tableau de bord québécois sur la situation linguistique. On voulait, année après année, avoir des informations qui sont les nôtres, puis être capable ensuite de faire des analyses détaillées là, pour être capable de mesurer certains indicateurs. Et puis ce qu'on voit dans cette analyse, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre le dernier diplôme reçu, la langue dans laquelle on reçoit le dernier diplôme, puis après ça, la langue qu'on utilise au travail, dans les communications, même dans les communications personnelles. Donc, ce projet de loi qu'on amène aujourd'hui vient s'assurer que l'ensemble du parcours éducatif préuniversitaire sera maintenant couvert par la Charte de la langue française. C'est un projet de loi qui s'ajoute donc à un bouquet de mesures qui sont indispensables pour inverser le déclin de la langue française dont je parlais tout à l'heure. C'est un projet de loi qui est basé sur des constats qui sont clairs selon justement les données du tableau de bord de la situation linguistique du Québec. On voit que la langue d'études est vraiment liée avec la langue de travail et la langue utilisée dans les commerces et la langue des communications privées. 78% des allophones dont la langue d'enseignement du plus haut niveau de scolarité est le français utilisent le français au travail. Donc, quand on étudie en français, on travaille en français, même si on était au départ un allophone ou un anglophone. La proportion passe à 19%. Donc, un allophone qui est diplômé en anglais a seulement 19% des chances de travailler en utilisant le français. Quand on parle de la langue de commerce, la langue utilisée pour magasiner, bien, c'est à peu près la même proportion en réalité. Un allophone qui a le dernier diplôme en anglais bien, a seulement 20% des chances de magasiner en français, tandis que l'allophone qui diplôme en français a 80% des chances de magasiner en français. Donc, l'effet est très, très structurant. Il faut donc s'assurer, évidemment, que les gens étudient en français dans la plus grande proportion en respectant les droits de la communauté historique anglophone. Évidemment, je vais y revenir plus tard. La situation linguistique est inquiétante, c'est vrai, mais c'est pas partout pareil à la grandeur du Québec. Montréal est un endroit où c'est plus difficile. Par exemple, pour ce qui est de travailler le plus fréquemment en français, bien, 74% des Québécois travaillent généralement vraiment en français, mais sur l'île de Montréal, c'est 52%. C'est un écart très, très différent. Si on veut parler dans la langue de commerce, bien, dans l'ensemble du Québec, on magasine en français à 83%. Sur l'île de Montréal, c'est 62%. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce que 2/3 de la formation professionnelle et de la FGA, la formation générale des adultes, se passe sur l'île de Montréal. Donc, 2/3 de la FGA en anglais est là où le français est le plus vulnérable. Au moment où on se parle, bien, notre formation générale aux adultes et notre formation professionnelle se trouve à être un moteur d'anglicisation là où le français va mal.
comprenez qu'il faut changer les choses. Le statu quo n'est pas une option. Donc, la langue normale des études, la langue normale du travail, du commerce, la langue d'intégration de la nation québécoise, c'est le français. Puis en ce moment, il y a une absence de disposition légale à ce sujet-là. La question maintenant, oui, mais est-ce que ça touche beaucoup de personnes? Bien, la réponse, c'est oui. Il y a à peu près 27 000 personnes, au moment où on se parle, qui reçoivent un enseignement en anglais sans être ce qu'on appelle des ayants droit, sans posséder de certificat d'admissibilité à l'enseignement en anglais. 27 000 personnes et 3/4 de ces personnes-là sont sur l'île de Montréal. Donc, vous voyez qu'il est nécessaire de bouger. Et voilà, c'est pour ça qu'on avance. La Charte de la langue française date de 1977. On a fait un grand pas en avant en 2022. On est allé renforcer notre charte. On est allé toucher les cégeps. Mais restait entre le secondaire et le cégep, bien, parfois la formation professionnelle, la formation générale aux adultes. On vient colmater cette brèche. Je rappelle que le projet de loi respecte les droits de la communauté historique anglophone, les ayants droit. On peut parler des gens qui ont un certificat d'admissibilité en français. Bref, si on a le droit de fréquenter l'école publique primaire et secondaire en anglais, d'aucune manière le projet de loi viendrait brimer ce droit de fréquenter la formation générale aux adultes ou la formation professionnelle en anglais aussi. Pas d'incidence non plus pour les Premières Nations et les Inuits. On a l'habilitation réglementaire qui nous permet d'appliquer, grosso modo, les mêmes dispositions qu'on a appliquées au collégial. Donc ça, c'est extrêmement important. On avance de manière raisonnable en préservant les droits des différentes communautés, bien sûr, et on arrive avec une période de transition qui est tout à fait raisonnable. Donc, le projet de loi s'appliquerait 2 ans après sa sanction. Et évidemment, toutes les personnes qui, au moment de l'application de la loi, donc dans 2 ans, toutes ces personnes-là qui seraient en train de suivre un parcours pourraient le compléter. Il ne s'agit pas de briser des parcours scolaires. Donc, un projet de loi qui répond à un besoin qui est réel, qui est documenté, qui est chiffré, qui est cohérent avec nos orientations, notamment la loi sur l'intégration à la nation québécoise et qui a été travaillé en équipe. Voilà pourquoi on est fiers d'avancer ensemble dans cette direction. Merci. Merci, M. Robert. Je pense que Mme Lebel n'avait pas d'allocution, mais elle va être disponible donc, pour répondre aux questions de collégiens. Aux questions des journalistes. On va commencer la période des questions avec Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Madame la ministre, Monsieur le ministre. Est-ce que quand on atteint l'âge adulte, on ne devrait pas avoir le droit d'étudier dans la langue que l'on souhaite? On peut y aller tous les deux. Oui, vas-y. Commence, je vais compléter. Écoutez, le français est vulnérable au Québec et je pense qu'il faut être capable d'agir pour inverser la tendance. En ce moment, on utilise des fonds publics. Notre réseau scolaire, oui, qui a un volet anglophone, mais un volet francophone, mais ça reste notre réseau scolaire national, nos centres de services scolaires francophones et anglophones. Nos ressources, nos taxes et impôts servent à faire basculer des gens qui sont arrivés ici, qui ne sont pas des ayants droit, et on les diplôme, on les scolarise, puis on les fait basculer dans le camp anglophone, sachant très bien qu'ils ont 80% des chances ensuite de travailler en anglais plutôt qu'en français, de consommer en anglais plutôt qu'en français. Je pense qu'on ne peut pas simplement prôner le statu quo dans cette situation-là. On a l'obligation morale d'agir. Mais, par exemple, qui finit son secondaire, peut aller dans un cégep anglophone, n'est-ce pas? Bien, pour le réseau collégial, on a bougé dans notre charte de langue française. Le travail a été fait. Regardez, depuis l'adoption de la loi 96, voici ce qui passe. Mais je vais répondre à votre question, mais je vais illustrer, parce que j'attendais à ce que des gens allaient nous dire, oui, mais avez-vous agi pour le niveau collégial? Vous agissez en formation générale et professionnelle aux adultes. Ce qu'on a dit, c'est que le niveau collégial, regardez là, la tendance, ça c'est le réseau anglophone collégial. On a une diminution significative. On prévoit arriver bientôt à un peu moins de 13% de l'effectif complet au Québec qui serait scolarisé au collégial en anglais. Donc, on a agi d'une manière particulière au collégial.
puis on s'en vient agir aussi en formation générale aux adultes. Oui, mais Ce n'est pas interdit au collégial, mais dans les faits, le nombre de places diminue d'année en année. je comprends. Oui, Mais bien pourquoi est-ce qu'on vient limiter les droits des personnes à vouloir étudier en anglais au secteur professionnel et pour adultes? Pour le même adulte, il peut choisir la langue d'enseignement qu'il veut en éducation supérieure, mais quand il arrive au professionnel ou encore l'éducation aux adultes, là, il ne peut plus choisir la langue. Ça peut permettre de compléter. Bon, premièrement, on a expliqué le fait que quand on étudie dans une langue X, on a 80% des chances de travailler et de vivre dans cette langue-là. Je pense que c'est important d'aller franciser ces gens-là, mais il ne faut pas confondre l'enseignement supérieur, la formation générale aux adultes, la formation professionnelle. Dans la majorité de nos secteurs de formation générale aux adultes, ce sont des gens de 17-18 ans qui vont chercher leur première diplomation, qui est l'équivalent d'un diplôme de secondaire 5, parce qu'ils ont eu plusieurs difficultés, ils arrivent, ils ont un niveau qui n'est pas du niveau de secondaire 5. La formation professionnelle, c'est un parcours aussi qui est fait au même titre que la formation générale des jeunes, c'est-à-dire que c'est un parcours de diplomation à part entière dans un métier ou dans quelque chose. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Ces gens-là vont aller chercher la première diplomation, qui est la diplomation de niveau secondaire. Et je pense que c'était important, comme on le fait pour la formation générale des jeunes, de compléter le travail et de le faire aussi pour la formation professionnelle et la formation générale des adultes. Mais juste pour être clair, là, ça veut dire qu'un adulte, moi je vous parle d'adulte, là. De 17 ans, des fois. Ben, un adulte, légalement, c'est à partir de 18 ans, on s'entend? Oui, mais dans la formation générale des adultes, la formation professionnelle, souvent, ce sont des gens de 17-18 ans. Oui, puis souvent, ce sont des gens de 25, 26, 27 ans. Il y en a. Oui. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui serait adulte au-dessus de 18 ans, parce que lui, il ne veut pas faire des études supérieures, parce que l'étude supérieure, il peut aller soit au cégep en anglais, il peut aller soit à l'université en anglais, tout ça, il a le droit de faire ça. Mais parce que lui va avoir un autre niveau d'études, qui est un métier, par exemple, plombier, menuisier, électricien ou autre, là, il n'aurait pas le droit d'étudier là-dedans en anglais. Il faut absolument qu'il soit confiné en français. Donc, ce n'est pas les mêmes droits pour les deux adultes, là. Il y en a un qui est au supérieur, il n'a pas les mêmes droits que l'autre qui est au professionnel. On souhaite tous qu'ils soient scolarisés, diplômés en français, mais le réseau qu'on appelle le réseau d'enseignement supérieur s'adresse pratiquement à 100% des adultes. On peut bien des fois, parfois, s'inscrire au cégep à l'âge de 17 ans, là, mais c'est pas trop long, que pendant la diplomation, on devient adulte si on ne l'est pas déjà. Donc, l'enseignement supérieur est un réseau d'adultes. Formation générale, on dit aux adultes, là, mais c'est pas juste aux adultes. Et formation professionnelle, il peut y avoir des gens qui ont 18 ans, des gens qui n'ont pas 18 ans, mais c'est quand même différent de l'enseignement supérieur, qui est un réseau pratiquement seulement destiné aux adultes. Il peut y avoir une mesure qui est différente, mais l'objectif est le même. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on a agi de manière très claire pour le collégial. On vient agir pour la formation générale aux adultes, la formation professionnelle. Le message qu'on envoie, c'est que la langue normale d'études au Québec, c'est le français. Merci. On va passer à Patrick Belrose, le Journal de Québec, qui prend des notes. Oui, on peut, mais j'ai quand même de misère avec votre raisonnement, je suis désolé, mais vous dites que le réseau d'enseignement supérieur est juste destiné aux adultes. Le cégep, clairement, tout le monde rentre à 16-17 ans. Donc, pourquoi pas appliquer? Bon, on rentre à 17 ans au cégep, là, en général. Pourquoi pas appliquer le même raisonnement au cégep et imposer le cégep en français si ce sont des jeunes, justement, tout comme en formation professionnelle ou enseignement aux adultes? On peut entrer au cégep sans avoir 18 ans, ça peut arriver. Non, On ne diplôme pas au cégep sans avoir 18 ans normalement. Et la même chose s'applique pour la formation professionnelle et est-ce que vous avez... C'est pas toujours le cas. Il fallait tracer la ligne quelque part, puis on assume très bien d'avoir tracé la ligne entre un traitement différencié en enseignement supérieur, puis l'autre qu'on appelle formation générale des jeunes. D'ailleurs, c'est le nom dans la loi, je pense. Oui. Est-ce que vous êtes confiant de pouvoir adopter ce projet de loi-ci avant la fin de la session? Il reste très peu de temps. Est-ce que ça va être adoption 1, 2, 3 ou ça va passer par la régulière? Ça ne dépend pas seulement de nous. Il y a des discussions entre les leaders. On a vu ce matin que les libéraux ont demandé une consultation particulière. Donc, écoutez, là, nous, on l'a mis au monde. On pense que c'est possible. Il y a des discussions entre leaders.
je pense que ce serait pertinent, évidemment, que ce soit adopté. Mais là, je ne peux pas décider de ça à moi tout seul. Les chances semblent faibles, autrement dit. Je ne qualifierais pas là, faible, forte, probable, improbable. Moi, ce que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est de la pertinence de la mesure qui est là. Je pense qu'elle est bien pertinente, documentée, avec des chiffres qui sont, je dirais, inattaquables. Des chiffres qui viennent du tableau de bord, qui viennent de l'Institut de la statistique du Québec, qui ont été repris par le commissaire à la langue française. Donc, je pense qu'on est béton là-dessus. Je vais vous entendre sur l'imposition de la loi 101 aux municipalités. Là, vous n'avez pas commenté encore. Pourquoi exiger que chaque employé municipal, chaque fonctionnaire vérifie pour chaque transaction si une entreprise ou un commerce se conforme à la loi 101, alors qu'on sait qu'il y a à peine 18 commerces qui ne sont pas conformes présentement? Je pourrais prendre des questions sur d'autres sujets après ce point de presse-là, si vous voulez. En Scrum, vous avez refusé de répondre, donc je vous pose la question ici aujourd'hui. Oui, on peut le dire. Si on fait les tours de tous les sujets qui nous intéressent. M. Robert, je vous ai posé la question en Scrum, vous avez refusé. Là, ça reste la langue française, je ne suis pas vraiment en champ. Bien, je pense que ce qui est normal au Québec, c'est que l'État fasse affaire avec des entreprises qui respectent ses lois fondamentales. Même si ça impose un fardeau incroyable aux municipalités qui disent, écoutez, nous, ça va alourdir la tâche et que l'impact semble quand même minime? Bien, je pense qu'il faut prendre à mesure d'un nouvel outil. Peut-être que les municipalités n'ont pas eu le temps encore de constater. On appelle l'outil de vérification. Le ministère et l'OQLF ont créé un mécanisme très, très simple avec un moteur de recherche. Donc, je ne suis même pas sûr que c'est 30 secondes pour vérifier l'éligibilité d'une entreprise. Donc, c'est très, très, très rapide. Donc, c'est sûr, si on regarde ce qui se passait l'an passé pour valider l'éligibilité d'une entreprise versus aujourd'hui, on est à des années-lumière. On vient de moderniser, de numériser la manière de faire. Donc, c'est très rapide. Merci Alain Laforêt, TVA. Juste une question technique. Hier, c'était écrit « Loi visant principalement à encadrer la langue d'enseignement », puis aujourd'hui, « Loi encadrant la langue d'enseignement ». Qu'est-ce que vous avez retiré entre hier et aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça devait viser d'autres choses? Le projet de loi n'a pas changé entre hier et aujourd'hui. Pourquoi c'est écrit visant? Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas passé au Conseil des ministres mercredi? Pardon? Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas passé au Conseil des ministres mercredi? Les délibérations des conseils des ministres c'est pour ça que la loi va changer? Le projet de loi n'a pas changé dans le cœur du projet de loi, d'aucune manière. Dans le cœur? Dans l'essence, oui? Non, écoutez, je ne sais pas pourquoi c'est écrit visant ou encadrant. Là. C'est le même projet de loi que nous avons travaillé de concert. Il n'y a pas eu de... Autre sujet, M. Dubreuil vous a dit clairement hier que la loi 96, ça n'a pas fonctionné. On est encore sur le français, là. Il dit non, c'était pas la bonne chose. Ça va passer loin. Vous lui répondez quoi? Je ne crois pas qu'il a tenu les propos que vous tenez. C'est votre interprétation. Je pense qu'il constate qu'il faut en faire plus. Aujourd'hui, nous en faisons plus. Il a mentionné l'importance de relations interculturelles, l'importance d'agir particulièrement à Montréal. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et justement, l'importance que des nouveaux arrivants, notamment des allophones, soient en contact avec la majorité francophone. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Donc, je pense qu'on est en ligne droite avec le cœur de ces propositions. On est le 4, c'est ça? Oui, 4 juin. J'ai comme l'impression qu'on est en campagne électorale, là, parce que les chances, puis mon collègue l'évoquait tantôt, que vous le fassiez adopter, sont nulles, M. Roberge, d'ici vendredi prochain, à moins que ce soit un bâillon. Donc, vous nous annoncez un bâillon aujourd'hui? Je n'annonce absolument pas un bâillon aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que ça va appartenir aux différents leaders, qu'il y a des discussions en ce moment. Il y a plusieurs projets de loi qui vont être adoptés d'ici vendredi prochain. J'en suis convaincu. En fait, je le sais, puisque le leader fait le point pratiquement tous les jours avec le caucus. Et ça bouge, là. Et ça bouge à tous les jours. Donc, j'espère que celui-ci sera adopté. Merci. Je vais me permettre quelques questions, M. Robert. Vous pourrez continuer à regarder devant vous, là, parce qu'on a abordé la question de M. Dubreuil, le commissaire, hier, qui a dit, concernant votre mesure visant à étendre la portée de la loi 101,
Nous, on a analysé les endroits où le français reculait de la façon la plus importante depuis 20-25 ans, et le recul, il est surtout chez les diplômés universitaires. Ça revient un peu à ce que vous disiez là, avec le dernier diplôme. Chez les gens de métier, le français se porte beaucoup mieux. Est-ce que c'est une mesure qui va vraiment avoir un effet si on parle de 27 000 personnes? 27 000 personnes, je pense que c'est majeur, d'autant plus que la grande majorité de ces personnes-là sont dans la grande région de Montréal, donc là où le français est le plus menacé, c'est majeur. Si on veut reprendre les mots du commissaire, il a dit hier, c'est sur mon radar. Donc cette mesure-là est sur son radar. Donc je pense qu'il travaillait, il n'était pas au point d'en faire la recommandation, mais il travaillait exactement sur ceci. Peut-être l'aurait-il recommandé dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, mais on va dans cette direction-là. Et pour ce qui est de l'enseignement supérieur, comme je vous dis, on a déjà agi avec la loi 96, et puis ma collègue à l'enseignement supérieur continue de travailler avec les universités. Aujourd'hui, ce projet de loi, dans la mesure où vous aviez été averti de ce problème-là, vous aviez parlé d'une faille en 2023, vous aviez demandé au ministère d'étudier la question, vous envisagiez le dépôt d'un projet de loi. Pourquoi on attend une nuit moins une? Bien, on est toujours en réflexion, on est toujours en travail. Depuis 2023, écoutez, on a renforcé la loi sur la laïcité, on a adopté une loi sur l'intégration de la nation québécoise. Tout ça va dans cette même direction-là, du vivre ensemble, du partage de la culture commune. Si on avait adopté cette loi-ci il y a 6 mois, bien, il y aurait une autre loi qu'on n'aurait pas pu adopter. Donc, on est dans un continuum. OK. Donc, c'était moins important que ce que vous avez adopté avant? C'est un continuum, écoutez, là. On avance au fur et à mesure. C'est pas nécessairement une chose qui est plus importante, moins importante que l'autre. On reçoit des informations, on collige des informations, on avance, on a plusieurs chaudrons sur le feu, puis on est en continuité. Juste rapidement, petite précision, vous avez mentionné là, le fait que la loi entrerait seulement en vigueur en 2028. Pourquoi? Oui, je peux y aller. C'est sûr qu'on parle de 27 000 personnes présentement qui sont aux études dans les 2 sphères mentionnées et visées par le projet de loi. Et c'est, avec les discussions avec mon collègue, les discussions avec le réseau francophone, c'est, je vous dirais, un délai qui est raisonnable pour nous permettre, parce que ces gens-là devront être scolarisés et donc en français. Donc, c'est un délai qui va nous permettre de pouvoir adapter et s'assurer d'être présents, parce qu'on ne veut pas échapper ces gens-là. L'idée, c'est de les scolariser. Donc, ça va permettre au réseau de pouvoir adapter et absorber ces gens-là pour les diplômer correctement et leur donner les services auxquels ils ont droit. Okay, très bien, merci. On va passer à Thomas Laberge, la presse canadienne. Oui, bonjour. La clause dérogatoire n'est pas dans le projet de loi, si je ne m'abuse. Il n'est pas dans le projet de loi, mais les dispositions du projet de loi viennent toucher des sections de la loi qui sont déjà couvertes. Donc, en réalité, ce projet de loi-là sera couvert par la clause de souveraineté parlementaire, puisqu'il y a déjà un bouclier parmi les articles que nous modifions. Donc, d'une certaine manière, sans que nous ne l'inscrivions directement dans ce projet de loi-là, les dispositions du projet de loi seraient protégées. Donc, ça va être à l'abri des contestations, tous les éléments du projet de loi ou seulement certains éléments du projet de loi? L'ensemble du projet de loi déposé aujourd'hui fait l'objet de protection de la mesure de souveraineté parlementaire, laquelle est préalablement incluse dans la Charte de la langue française. Parfait, merci. La deuxième question était sur la date d'entrée en vigueur, mais M. Carbin m'a devancé. Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Oui. Plutôt, M. Roberge, vous avez parlé de la dernière langue d'études, à quel point c'est important. Vous avez dit que quelque chose comme l'application de la loi 101 va s'étendre à l'ensemble du parcours éducatif préuniversitaire. Or, ce n'est pas le cas, puisque la loi 101 ne s'applique pas comme telle au cégep. Je sais que vous en avez fait davantage en imposant un plafond avec la loi 96, mais vous savez que certains vous demandent d'aller encore plus loin. Alors, pourquoi ne pas aller au bout de la logique et d'étendre l'application de la loi 101 au cégep? La loi 101, en fait, la Charte de la langue française s'applique au collégial. Elle ne s'applique pas de la même manière aux primaires et en formation générale et aux adultes IFP si on adopte ce projet de loi-là qu'au collégial. Mais la Charte de la langue française s'applique maintenant au collégial. Avant 2022,
si vous regardiez la loi, là, à aucun endroit, il y avait le mot cégep ou collège dans la Charte de langue française. Mais avec la loi 96, oui, la Charte de langue française s'applique au cégep, pas de la même manière, effectivement, mais elle s'applique au cégep et l'effet net et remarquable, l'objectif sera atteint à terme. Mais ce que vous faites aujourd'hui pour la formation générale aux adultes et pour la formation professionnelle, pourquoi ne pas faire la même chose au cégep? C'est un réseau différent. On parle dans un certain cas d'enseignement supérieur où 100% des gens qui sont diplômés sont des adultes, tandis que là, on est dans le réseau de l'éducation et non pas en enseignement supérieur, où il y a une plus forte proportion de personnes qui ne sont pas des adultes. OK. Puis, Mme Lebel, vous avez parlé du fait qu'il faut scolariser les personnes qui vont migrer du réseau anglophone vers le réseau francophone. Justement, qu'est-ce qui est mis en place pour franciser ces personnes-là? Parce que dans le projet de loi, il n'est pas question de ressources, de fonds supplémentaires qui sont alloués à cette mission-là? C'est parce qu'on pense justement que le délai de 2 ans va permettre au réseau d'absorber tout ça. Puis il faut comprendre que l'argent va suivre les individus. Hein. Ces gens-là sont déjà scolarisés. Il y a des fonds déjà du gouvernement et du ministère de l'Éducation qui servent à leur scolarisation dans la formation professionnelle ou dans la FGA du côté anglophone. Donc, l'argent est attaché à un individu, donc l'argent suivra les personnes. Maintenant, pour avoir la capacité de les scolariser, on pense, nous, avec les discussions qu'on a eues avec le réseau, que 2 ans est un bon délai pour être capable de le faire. D'ailleurs, comme le disait mon collègue, c'est pas au lendemain des 2 ans qu'on va prendre tous ces gens-là, parce que les gens qui seront en cours de parcours dans ces 2 années-là vont avoir la possibilité de terminer le parcours dans le réseau dans lequel ils l'ont commencé. Donc, on va avoir le temps de se préparer, puis on va être capable de pouvoir le faire adéquatement. Merci. Merci, Laurence Royer, nouveau. Avez-vous peur que ça puisse décourager des gens d'aller à l'école? Par exemple, là, aux adultes, on peut penser qu'il y a déjà des gens pour qui l'école, c'est difficile, qu'il faut déjà les motiver beaucoup pour aller à l'école. Avez-vous peur que de mettre cette barrière-là, de les obliger à aller à l'école en français, ça puisse les inciter à lâcher l'école? Ça fait partie des préoccupations, hein, parce que dans toute cette préoccupation-là, nous, à l'éducation, on veut être capable de scolariser ces gens-là. On parlait d'enseignement supérieur tantôt, mais là, on parle ici d'un premier diplôme, que ce soit un diplôme de formation professionnelle ou s'il découle de la formation générale des adultes, c'est un diplôme de formation générale, là, qui est du niveau du secondaire 5 en grande partie. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'avec le délai qu'on met en place, on va être capable aussi, surtout dans la formation générale aux adultes, de les accompagner, de faire en sorte où ils ont généralement plus près de 17 ans que de 35 ou 40 ans. Donc, on va être capable de les accompagner et on va mettre les outils en place pour être capable de bien faire les choses pour eux. Là. Parce que l'objectif à terme, oui, c'est de les franciser, mais c'est également de leur donner l'occasion d'avoir un premier diplôme. Juste un complément. Il y a plusieurs personnes là-dedans qui ont fréquenté les écoles secondaires publiques francophones. Ils sont arrivés à 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ils ont fait au score 2, 3, 4, 5 en français. Et là, comme il n'y a aucune règle, ben, ils ont peut-être migré en formation professionnelle en anglais ou en formation générale des adultes en anglais, mais ils ont déjà été préalablement scolarisés en français dans notre réseau public, dans certains cas. Donc, c'est une simple cohérence que de dire, ben, vous allez continuer dans le réseau francophone. Qui peut les motiver à poursuivre leur formation, d'avoir accès à cette école anglaise? Mais je pense qu'on doit envoyer le message qu'on va être là pour les épauler. S'ils ont besoin d'être davantage francisés, on le fera. Il y a Francisation Québec, mais il y a de toute façon dans les centres de formation professionnelle et les centres de FGA des services d'accompagnement, des services de francisation. Je pense qu'on doit envoyer un message qui est fort, mais un message qui est fort, c'est-à-dire en termes d'accompagnement aussi. C'est vrai pour les gens qui vont en la formation générale aux adultes en français aussi. C'est souvent des jeunes qui, malheureusement, ont eu de la difficulté dans le parcours régulier de la formation générale des jeunes, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de soutien, pour qui ça demande des efforts supplémentaires pour être scolarisés. Donc, la formation générale des adultes, comme vient de mentionner mon collègue, est outillée aussi pour accompagner les gens et on a l'intention de le faire. Et c'est pour ça aussi qu'on se donne ce délai-là de mise en place pour être capable de pleinement les servir correctement. Merci. Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour. En toute transparence, j'ai manqué le début de votre allocution, donc si jamais ma question... C'était pourtant excellent. Pardon? C'était excellent. J'ai réécouté en rappel. Mais juste une petite précision pour commencer sur un chiffre, là, parce que vous citez, M. Roberge, le chiffre de 27 000. Mme Fréchette, dans son discours inaugural, disait
10 000 élèves de plus seront alors diplômés en français chaque année. Donc, quel est le bon chiffre? C'est-à-dire qu'on a, bon an, mal an, 27 000 personnes. Bien, on a 36 000 personnes dans le réseau anglophone qui est inscrite, bon an, mal an, en formation générale ou en FP. Donc, 36 000 au réseau anglophone. On évalue que 27 000 de ces personnes-là ne sont pas issus de la communauté historique anglophone. Donc, ce sont des gens qui devraient être francisés ou étudier en français. Donc, ça, c'est des gens qui sont inscrits à chaque année. Et effectivement, bon an, mal an, on diplôme entre 9 et 10 000 personnes. Donc, la nuance, c'est que nous, on parle des gens qui sont inscrits et elle parle des gens qui sont diplômés à chaque année. À l'intérieur des 9 à 10 000 personnes que l'on diplôme à chaque année, je pense qu'il y en a à peu près également le 3/4 qui seraient des gens qui ne seraient pas issus de la communauté historique anglophone. Les proportions sont environ les mêmes. Donc, les deux chiffres sont exacts, c'est juste qu'on ne parle pas de la même donnée. Je suis 100% d'accord avec ma collègue, mais je veux préciser. Non, mais c'est une bonne nuance, mais en FP, en FGA, il y a des gens, par contre, qui, des fois, ne diplômeront pas. Non, c'est ça. Mais ils vont quand même fréquenter un réseau en ce moment qui va les angliciser pendant 6 mois, 1 an, 18 mois. Alors, même si, à la fin, ils ne font pas partie de cette statistique annuelle de diplomation, reste que pendant plusieurs mois et parfois même plusieurs années, on les aurait, et en ce moment, nous continuons de les angliciser, de les immerger dans un milieu anglophone, alors que leur place serait dans le réseau francophone. Puis il y a aussi tout le vocabulaire professionnel, qu'on veut devenir plombier, mécanicien, aide infirmière, peu importe, tout le vocabulaire professionnel dans lequel ils sont immergés, bien, il est anglophone, même si à la fin, ils ne sont pas diplômés. Reste que, ensuite, il y a beaucoup de chances qu'ils basculent dans la communauté anglophone. On ne veut pas les empêcher d'être bilingues, mais on souhaite qu'ils travaillent, qu'ils communiquent, qu'ils magasinent davantage en français. Okay. Sur l'embouteillage de projet de loi en chambre, M. Robert, juste vous, là, avec le temps qui reste, vous avez donc cet élargissement de la loi 101, la clause dérogatoire là, pour la renouveler longtemps en avance. Et la carte électorale. Comment allez-vous vous dupliquer pour faire tout ça? Je n'ai pas l'intention de me dupliquer comme dans la chanson Omniprésent de Damien Robitaille, que je vous invite à écouter. Non, je ne la chanterai pas, quoique. Ouais, non, ça va. Mais c'est une bonne question. Il est possible qu'on ne réussisse pas à les adopter, les trois, mais on travaille pour le faire avec chacun des trois. Chacun de ces trois projets de loi est important et il appartient aux leaders, au pluriel, de voir de quelle manière on est capable d'y arriver. Parfois, ça peut être assez rapide. Donc, moi, je garde espoir. Dernière question, peut-être, au niveau des émotions. En tant que nationaliste, un défenseur de la langue française, vous devez trouver ça dur quand même de voir que la création de votre gouvernement, le commissaire à la langue française, qui émane de la dernière grande réforme linguistique, dit au terme de 8 ans au pouvoir de la CAQ, la charte ne suffira pas à stabiliser la situation du français au Québec. Et particulièrement sur votre annonce d'aujourd'hui, en gros, c'est cosmétique, là, selon lui. C'est pas là que ça va avoir le plus grand impact. Est-ce que cet échec-là, pour vous, est difficile à recevoir? Ouais, le commissaire n'a pas parlé du mot échec et il n'a pas utilisé le mot cosmétique. C'est vous qui le faites, ce sont vos mots. Écoutez, moi, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a voté la loi 96, puis je remercie encore le leadership et l'initiative de Simon Jolin Barrette qui a créé ce commissaire. En fait, qui a carrément créé le ministère de la langue française aussi. On n'avait pas de ministère de la langue française avant. On n'avait pas de commissaire à la langue française. On n'avait pas de plan d'action en langue française. On n'avait pas de données statistiques comme on a aujourd'hui. On n'assujettissait pas les entreprises de 25 à 49 employés. On n'avait pas le droit de travailler en français. Il n'y avait rien au collégial. Il n'y avait rien à FP. Il n'y avait rien en FGA. Il n'y avait rien sur l'affichage par rapport à la prédominance de la langue française. On a fait énormément. Je ne voudrais pas être le PQ aujourd'hui. Eux qui n'ont rien fait lors de leur dernier gouvernement, même en immigration. Le PQ donnait la citoyenneté à des citoyens, de la citoyenneté économique à des gens sans s'assurer qu'ils parlent français. On a changé ça, c'est une autre mesure du plan en langue française.
Est-ce que tout est réglé? Non. Non. Mais c'est un travail de longue haleine. Donc, moi, je pense qu'on a, en ce moment, donné le coup de barre, puis le bateau va tourner, puis on va se rendre à destination. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Puis je suis content qu'on ait un commissaire en langue française qui soit critique, qui avalise certaines mesures, qui soit critique pour d'autres. C'est nécessaire d'avoir ces contrepoids. Je vis très, très bien avec ça. Très bien avec ça. Un dernier petit détail en terminant, il propose entre autres le commissaire de faire un système de prêt pour les étudiants qui fréquentent les cours de Francisation Québec, à l'image d'ailleurs, non, vous n'êtes pas en enseignement supérieur, donc à l'image de ce qui se fait pour les cégeps et les universités. Je comprends que là, il n'y aura pas un 4e projet de loi par rapport à ça, là, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être imaginé? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Je pense que c'est une question d'avantage pour mon collègue à l'immigration, parce que là, on touche directement à Francisation Québec. Mais le commissaire fait des recommandations qui ne s'adressent pas seulement au ministre de la langue française, donc éducation, enseignement supérieur, immigration. Je vais laisser mon collègue à l'immigration traiter les recommandations qui le concernent. Merci. Juste avant l'anglais, j'ai accroché sur le chiffre que vous avez donné, Mme Lebel. Vous dites qu'actuellement, il y a à peu près 36 000 dans le réseau anglophone. Si du jour au lendemain, on retire 27 000 élèves à ces écoles-là, qu'est-ce qui va advenir de ces centres de formation professionnelle, collège en anglais? On a la préoccupation aussi de maintenir les centres de services professionnels partout en région où ils sont disponibles pour les gens qui sont issus de la communauté anglophone historique. Donc, il y a déjà des mesures qui sont prévues à l'éducation pour maintenir ce qu'on appelle les petites cohortes, qu'elles soient francophones ou anglophones. Donc, on va travailler avec le réseau anglophone pour être capable de maintenir les cohortes en formation professionnelle ou en formation générale aux adultes qui touchent les gens de la communauté anglophone historique pour être capable de s'assurer que les services qu'ils ont aujourd'hui soient maintenus. Et ce délai de 2 ans-là qu'on se donne pour travailler aussi avec eux va être fort utile pour être capable de voir de quelle façon on va pouvoir faire ces mesures-là. Il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, mais on va pouvoir travailler avec eux. L'objectif à terme, et mon collègue l'a dit dans son allocution de départ, ce n'est certainement pas de toucher aux droits de la communauté anglophone historique. Donc, s'ils ont accès à de la formation professionnelle, s'ils ont accès à de la FGA à Montréal ou en région, l'objectif sera de maintenir l'accès pour ces cohortes-là. Et donc, on devra travailler avec eux. Mais ça existe déjà même dans le réseau francophone, d'être capable de dire en Gaspésie, il y a une cohorte en formation professionnelle, il n'y a pas assez de monde pour la maintenir. Il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour s'assurer que ces cohortes-là fonctionnent, même si elles sont techniquement en deçà des quotas reconnus. Donc, on devra travailler avec eux. Mais je veux juste rassurer la communauté, l'objectif n'est pas de toucher à leurs droits et d'affecter la communauté anglophone historique qui a présentement accès à ces formations-là. Cet accès-là devra demeurer à terme. Merci. On va... Oui. Alain Laforêt. Question d'impression très courte. Là. Tout à l'heure, à la période des questions, lorsque le député de Saint-Jérôme vous a interpellé sur la carte électorale, avez-vous senti qu'il y a eu une tentative d'intimidation ou de pression de la part de l'ensemble de vos collègues qui avaient applaudi, vous êtes levés alors que c'était interdit? Non, j'ai senti de l'enthousiasme. Du support. Du support pour l'intervention que je venais de faire, tout simplement. Merci. Philippe Autier, de Gazette. Good afternoon. I understand what you have said several times, that this bill is not intended to take away the rights of the English-speaking community. However, if you move 27,000 students out of the system, they say, the school boards say, you're cutting their enrollment, you're cutting their funding. It does destabilize the system because they lose these revenues, and they can't keep the same teachers, they can't provide the same programs. So they do say, the networks do say that this will hurt them. Well, the only thing I can say about that is like, this is not what we want to do, and that's why we're giving ourselves 2 years to talk with them and work with them to make sure that we maintain all the services that are provided to the historical Anglophone community. And by this bill, we are not infringing their right in any ways. I understand that. I'm not talking about the individual rights. I'm talking about the school boards that have 14,000 students enrolled in these programs in the English system. If you transfer them to the French system, those revenues are lost to those boards. That's what I mean. That's where it will hurt them.
Well, but what we intend to do here is protect French language. We will not infringe in any way the rights of the historical community, and we'll work with them to make sure that it does affect it affects them at the least, au minimum, at the minimum at least. So we'll work with them. That's why we're giving them 2 years to look forward for that, and we'll talk to them. We already are talking to them, and we'll work with them. And you know, in Quebec, it's really important to protect the French language. It's really important to make sure that people work, live, and prosper in French. So that's why we think that it's really important to make this bill forward. But we'll talk with them, we'll work with them, and we have 2 years to make sure that everything goes as smoothly as possible. The Conseil du Patronat has issued a statement about this, saying on ne voit pas la nécessité de cette réforme et la trouve dommageable pour le réseau de formation anglophone. Puis questionne aussi, they also asked Mr. Roberge, have you studied the impact on the labor market of delaying, of losing these students who are being trained for everything from mechanics to running? Have you assessed the loss of that labor? We do not intend to lose any workforce, any labor. People who intend to learn how to be nurse or mechanic, they will be able to do so. They will be able to achieve the dream. And Conseil du Patronat du Québec has the word Québec in it. Conseil du Patronat du Québec. And Quebec have one official language. I think they should think about that, and they should be aware, they should be afraid of losing French in Montreal. And I hope they will act like partners when we fight for our identity. And my colleagues raised this question. You seem to be creating a double standard, whereas you allow university students freedom of choice to go into the university networks that they want, and yet you're saying to the same age group adults who are taking technical courses or adult education that they have to do it in French, so they lose the freedom of choice. How do you justify that? Well, I don't think it's the same age group. Pretty close. Between university As Louis and formation mentioned. professionnelle and formation générale des adultes, I mean, there's a world. And when we're talking about formation professionnelle or formation générale des adultes, in the vast is not, if not the totality of the cases, but in the vast majority of the cases, is the first diploma that they've obtained. When we talk about cégep or universities, this is not the first diploma that they obtain, and the impact of the first diploma that you obtain, for me, it's greater on the rest of your life. So I think that it was imperative that we act on la formation professionnelle, la formation générale aux adultes, like we are doing in la formation générale des jeunes. I'm sorry about the French for the That's acronym, but I think you understand my point. It's important to send a message to newcomers, because we're talking about newcomers. We're not talking about the English community who lives here for decades or centuries. We are addressing a question regarding newcomers, and we are saying to those people, those immigrants, well, it's really good for you if you speak another language, English, or maybe a third or a fourth language, good. But you have to speak French if you intend to live in Quebec. Merci, Katsuni, CBC. Just would like to clarify, how would you make sure that you have the resources in place to help those students to learn French at the same time then following their program, that they are not saying that's enough, that's too much for me to learn two things at the same time, I'm giving up. How will you make sure that you have the resources in place, strong resources, that you're not losing any student? Well, you have to take into account that we're talking about allophones, where often neither French nor English is the first language that they have. So when they come here, we want them to be able to, the first language, second language that they learn, because it's not their first,
is French. So we want to push forward that if you come to Quebec, I mean, the language that you should learn when you come to Quebec is French, to work and live and be a citizen in French as much as possible. So that's why we're giving ourselves 2 years to make sure to put into place measures to make sure to accompany them as the same as le réseau anglophone accompanies them when they don't know English, but they decide to go towards the réseau anglophone to learn la formation professionnelle, so to learn a métier or to get their first diploma, which is equivalent to secondaire 5 when you come here. So we are giving ourselves 2 years, and like my colleague said, at the end of those 2 years, anybody who has started their achievement or their formation in English will be able to finish it, and we think that we are going to be ready to les accueillir, so to greet them and to accompany them. And la formation générale aux adultes is already has tools to accompany them. We already have people that are allophone or English speaking or tendency towards English. This is something that we already have in la formation générale aux adultes en français, and we already have tools to accompany them and help them, so we'll be able to do that. And Minister Roberge, we're coming to an end. So how will you assess the importance of this bill and the achievement of the CEQ government to protect the French language? I think this is a part of a huge plan. So we've made it so far. We came with a lot of action, a lot of politics. We moved for the college. We will move with the universities. We take action. We took action for small business from 25 to 49 employees. And then we move on with this new measure. So I think one by one, we can say, oh, this won't do the job. This won't fix the problem. But when you have a large C, when you look at that as a 360 vision, you can say that we have a plan and we will achieve our goal to inverse the decline of French language. Yes. Because this is not what the French commissioner is saying directly and firmly and promptly. I'm pretty confident that all the measures we've made, when we look at something at a long term, will do the job. And if we have to go farther, we'll do. We'll do. Merci. Sweetie Rossi, CTV. Yeah, over here. Just for some clarification, I'm sorry, I don't think I quite understood how exactly the transition period would look like. What does this mean for students that are already in these programs? Well, the students that are already in this program as of today will not be affected. Okay. And anybody that will enter this program by the end of the 2-year period will not be affected. So we're giving ourselves a possibility to look ahead and to plan ahead by those 2 years. There's going to be consultations, obviously. We'll work with le réseau francophone and le réseau anglophone to make sure that we land as smoothly as possible. But everybody that are in those formation right now will not be affected, and anybody up to the end of the 2 years period that will enter those formation will not be affected. But by the end of the 2 years, anybody else will have to apply that are naturellement visés par la mesure will have to apply in the francophone réseau. And this bill targets mostly newcomers, immigrants. That's mostly, yeah. I just want to also clarify something. The English school boards, particularly Lester B. Pearson, they said that they weren't consulted. I mean, will this be part of the 2-year kind of gap where you guys will consult, or will you guys? We talk to them. We explain to them where we're going. I mean, obviously they have concerns that was raised, and we'll keep talking to them. But I want to make sure that everybody understands that we will not infringe on the right of the historical community, all the Anglophones of Quebec that have the right to study and learn and be
obtain a diploma in English will keep that right. This is not, are not the person that are targeted. Like we said previously, we target mostly newcomers that has to learn a second language, and we want to entice them to learn in French, their second language, because when you come to Quebec, you have to learn to live and to work and to prosper in French. Okay, merci beaucoup. Merci, c'est ce qui m'a fait à cette conférence de presse. Merci beaucoup.